Trois critères financiers à respecter pour prospérer financièrement, atteindre l'abondance, hein, rien que ça. C'est l'idée de cette vidéo. Je vais vous présenter aujourd'hui trois critères financiers que j'estime absolument vitaux pour s'assurer de s'enrichir à long terme et éviter les erreurs qui peuvent mener à la faillite personnelle, la ruine financière. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je suis Quentin. J'ai créé cette chaîne YouTube en 2020 et je partage des conseils au niveau de la gestion de budget, sur l'investissement. J'apprends aux personnes à investir intelligemment à long terme, sans promesses mirobolantes. Et je suis également auteur du livre L'investisseur minimaliste que vous trouverez sur Amazon. Concernant ces critères financiers, c'est très important d'avoir un baromètre, une sorte de GPS financier qui nous permet de naviguer dans le bon sens du courant et d'éviter de commettre des erreurs qui peuvent coûter très cher à court, moyen et long terme. Donc je pense notamment à la voiture, l'achat de l'appartement. C'est des choses qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de laisser un petit commentaire hein, sur ce que vous avez compris, ce sur quoi vous êtes d'accord ou en désaccord, il n'y a pas de problème, on est là pour échanger. Ça aide énormément au référencement de la chaîne et je vous remercie par avance. Et le premier critère qu'on va voir ensemble, donc c'est le critère d'épargne, ce que vous mettez de côté tous les mois. Donc c'est vrai qu'on a l'habitude d'entendre ce critère du 50-30-20, donc 50% alloué aux dépenses obligatoires comme le loyer, la nourriture et tout ce qui est assurance, 30% pour les loisirs et 20% d'épargne, que ce soit sur des livrets ou de l'investissement. Et là, j'aimerais aller plus loin. C'est pousser ce taux d'épargne à plus de 30%. Pourquoi? Parce que ça permet d'aller plus vite. On va pas se mentir, hein, pour atteindre vraiment ce qu'on recherche, à savoir la liberté financière, 20% d'épargne, ça me paraît très très peu. Surtout quand on gagne 1500, 1800, 2000 euros. Il faut aller chercher beaucoup plus haut. Après, si vous gagnez de gros salaires, hein, plus de 10 000 euros par mois, vous pouvez très bien investir 10% de vos revenus. C'est pas le sujet, hein. C'est très confortable. Mais avec des revenus plus modestes, le revenu médian, voire légèrement supérieur au revenu médian, je pense que c'est important de gonfler ça. Sinon, on se retrouve dans la situation de la majorité des Français qui épargnent de petits montants et qui arrivent à se faire un tout petit pactole au bout de 10-15 ans, comme c'est le cas de l'exemple que je vais vous passer maintenant. À Bordeaux, Valérie a bien compris ce risque. Alors, elle envisage de placer 10 000 euros dès aujourd'hui, puis de s'astreindre à épargner 300 euros chaque mois. Si tout va bien, d'après une simulation sur ce site de placement, dans 10 ans, elle aura ainsi un capital de 57 000 euros. Alors ce que fait cette dame, hein, c'est plutôt intéressant, elle met de l'argent de côté sur des SCPI, mais on voit que le résultat au bout de 10 ans, avec 300 euros par mois et une mise de 10 000 euros, c'est loin d'être suffisant pour atteindre la liberté financière et de pouvoir s'octroyer le luxe d'arrêter de travailler. Donc si on fait la même simulation avec 200 euros en investissant en bourse, hein, en prenant le rendement historique de 10%, au bout de 20 ans et 200 euros par mois, on arrive à peine, entre guillemets, à un capital de 151 000 euros brut d'inflation, hein. Donc si on retranche l'inflation au bout de 20 ans, voilà, ça fait peut-être du 100 000 euros net, peut-être un peu moins. Donc je vous invite vraiment à essayer de gonfler votre capacité d'épargne. Pourquoi pas passer sur du 600 euros par mois. C'est des choses qui sont très largement atteignable. Après 600 euros par mois, je sais que c'est pas si accessible que ça. Il faut être un peu inventif. Trouver des solutions pour gagner plus d'argent ou peut-être dépenser moins, mais à mon sens, c'est le strict minimum à investir. On peut peut-être descendre à 500 euros par mois, mais 600 euros par mois, ça me paraît très atteignable pour tout le monde et c'est ce qui permet vraiment d'avoir des résultats à long terme. Donc on peut voir qu'avec 600 euros par mois et un capital de départ de zéro, toujours avec les mêmes paramètres, on arrive à un capital de 455 000, ce qui peut être suffisant pour financer son train de vie si on n'habite pas à Paris ou si, voilà, si on a un train de vie assez bas, on peut quasiment être rentier, même si je trouve ça un peu light. Donc à titre d'exemple, hein, je vous ai pris mon budget qui a évolué, hein, donc j'ai augmenté mes revenus, j'ai une part de dividendes que je me verse hein, en tant qu'entrepreneur, tout simplement parce que j'ai pas envie de contribuer à cette mascarade qui est la retraite, donc là j'augmente progressivement ma rémunération sous forme de dividendes, donc 500 euros de dividendes par mois, donc c'est mensualisé. Il y a une part de libéral. Aussi, grâce à mon entreprise individuelle, je me verse un salaire et je me rembourse des frais kilométriques et compagnie, donc ça c'est du revenu. Et j'ai un salaire fixe hein, dans les deux clubs où j'entraîne de 1000 euros, ce qui fait des revenus de 2400 euros. Et à droite, vous pouvez voir mes dépenses.
Donc des dépenses qui s'élèvent à 1015 euros, hein, sachant que j'ai pris vraiment la fourchette haute. C'est un budget également qui va être amené à évoluer, j'imagine, hein. J'ai pas forcément envie d'habiter dans le même logement toute ma vie. Alors oui, c'est plutôt sympa, hein, il est assez grand. Par contre, il n'y a pas de balcon et c'est très compliqué de se projeter pour éventuellement fonder une famille. Donc c'est forcément un budget qui va être amené à évoluer. Donc je vous invite à faire de même, à essayer de recréer ce budget qui, vous voyez, hein, me permet de générer un surplus de 1400 euros avec un taux d'épargne de 58%. Et c'est ce taux-là, finalement, qui va me permettre, à titre personnel, bien entendu, hein, de pouvoir arrêter de travailler vers mes 45-50 ans. J'ai déjà fait des simulations, c'est quelque chose qui est jouable, ou peut-être pas d'arrêter de travailler intégralement, mais de financer une partie de mon train de vie. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires où vous vous situez par rapport à ce taux d'épargne. Et si vous voulez vous baser sur ce budget, vous pouvez le télécharger dans mes différentes analyses que j'ai faites de patrimoine, hein. Vous pouvez le télécharger, c'est un fichier Excel. Si vous voulez me l'envoyer pour que j'analyse, hein, vous pouvez aussi le faire, bien entendu. Ensuite, le deuxième critère qui va pas faire plaisir à certains, c'est le critère de la voiture. Donc, c'est-à-dire que le prix d'achat de votre voiture ne doit pas excéder 10% de votre patrimoine net. Concrètement, ça veut dire que si vous avez un patrimoine net aujourd'hui de 10 000 euros, eh bien, votre voiture ne doit pas coûter plus de 1 000 euros. Je sais que c'est compliqué. C'est compliqué de cocher ce critère, surtout quand on démarre dans la vie, on n'a pas de patrimoine et on est obligé d'avoir une voiture pour travailler. Mais l'idée, c'est de vous donner une guideline, une sorte de GPS, hein, que j'avais énoncé dans l'introduction, pour réaliser l'achat de votre voiture dans les meilleures conditions possibles. Donc on va voir ensemble plusieurs hypothèses. La première hypothèse, vous avez un patrimoine de 5 000 euros net. Donc le patrimoine net, hein, c'est vos actifs moins vos dettes, tout simplement, et ça vous donne ce patrimoine net. Donc avec 5 000 euros, ça nous fait 500 euros pour la voiture. Donc il n'y a pas de voiture à 500 euros à part des débris. Donc vous pouvez rouler à vélo. Donc je suis sympa, hein, je vous ai mis une petite batterie, c'est un vélo électrique, hein. Alors bien entendu, très compliqué, hein, si vous devez faire des déplacements pour votre travail, que vous êtes loin à 30-40 minutes, vous n'allez pas les faire en vélo électrique, mais c'est pour vous donner un ordre de grandeur de ce que vous pouvez vous offrir, bien entendu. Et cet exemple, il est assez intéressant parce que on voit beaucoup de personnes faire les kékés au volant, à coller les gens. Moi, je déteste ça quand je vois des BMW, des Audi avec des cassos à l'intérieur me coller. Ça me rend fou. Et je repense souvent à cet exemple et je me dis, si le mec vraiment, s'il respectait cette règle de 10% de patrimoine net alloué à la voiture, je pense qu'il roulerait à vélo. Souvent, c'est des personnes qui font des leasings, qui sont endettés jusqu'au cou, qui prennent un leasing à 700-800 euros et qui s'amusent à faire les malins, alors que pour autant, la seule chose auquel ils auraient le droit, c'est un vélo électrique et peut-être même sans la batterie, quoi. Deuxième hypothèse, avec un patrimoine de 20 000 euros, qui commence à être bien, hein. 20 000 euros net de patrimoine financier, c'est plus que bien. Si vous avez atteint cet objectif, vous pouvez déjà vous féliciter, mais il n'en demeure pas moins que en suivant cette règle des 10%, vous pouvez vous payer au maximum une voiture de ce type-là, hein. C'est la voiture classique, donc la Peugeot 207, avec un gros kilométrage, 178 000 km, 2 000 euros, pour 2 000 euros en prix d'acquisition. C'est quelque chose, enfin c'est une voiture qui peut faire l'affaire si vous faites des petits trajets. Après, si vous avez beaucoup plus de déplacements, que vous êtes sollicité un peu à droite, à gauche en France ou dans votre région, elle risque de tomber en rade assez rapidement, quoi. Donc, c'est un peu la limite, on va dire, de ce critère, mais ça vous donne déjà un petit aperçu. Ensuite, avec 50 000 euros, là, on peut monter en gamme, les amis, on rigole plus, hein. Vous pouvez vous offrir une super Dacia Sandero de 2011 pour 5 000 euros, 125 000 km. C'est la voiture que j'ai actuellement, hein, donc ça correspond à mon patrimoine net, hein, qui est aujourd'hui à 50 000 euros avec la récente baisse des marchés financiers. Pour être honnête, hein, c'est une voiture qui est fonctionnelle, hein, qui marche bien. Il n'y a pas de problème moteur pour le moment, hein, j'espère, je touche du bois bien entendu. Après c'est sûr que c'est pas non plus l'éclate en termes de confort, hein. Je dois ouvrir les vitres manuellement, je dois fermer ma voiture manuellement, ce qui fait que des fois j'oublie de la fermer. Mais comme il n'y a rien du tout à l'intérieur, je ne m'en fais pas plus que ça. Et en termes de reconnaissance sociale, on va être honnête, hein, franchement, il n'y a personne qui me regarde dans la rue quand je suis à bord de ce bolide, hein. Il y a même des personnes qui se demandent si je vis sous le seuil de pauvreté.
pauvreté ou si je suis au chômage. Mais j'avoue qu'au début, j'avais un peu de mal avec ces regards-là. Et je pense que c'est pareil pour vous d'ailleurs, hein, le fait de se dire, les personnes pensent que je suis pauvre. Mais avec le temps, j'ai appris à avoir le raisonnement inverse et à me dire, bah, finalement, j'ai une voiture de merde, mais peut-être que j'ai 10, 20 fois le patrimoine de la personne qui se moque de moi. Ensuite, le dernier palier. Admettons que vous ayez atteint 100K, c'est un objectif qui est pas facile à atteindre, mais qui s'atteint tranquillement avec le temps, hein, honnêtement. Hein, c'est pas non plus, c'est pas non plus trop déconnant, 100 000 euros. Là, on peut vraiment monter en gamme, enfin monter en gamme entre guillemets, et se prendre une voiture, une belle berline, un peu ancienne, qui a 10 ans. Par exemple, cette Opel Mokka à 9 200 euros, modèle 2014 et 70 000 km. Donc là, ça, c'est des voitures qu'on peut garder, avec ce kilométrage, on peut les garder 10-15 ans. Alors bien entendu, il faut faire les petits travaux de base, hein, les révisions, les vidanges et compagnie, mais je pense que ça peut tenir. Et en termes de design, hein, c'est pas dégueulasse honnêtement. Hein. Si vous voulez un peu vous faire plaisir une fois atteint ce palier-là, pourquoi pas partir sur ce genre de modèle. Et ensuite, le dernier palier, hein, il y a encore un palier, excusez-moi, c'est le palier à 500 000, et là, forcément, on peut commencer à se faire plaisir. On me dit souvent dans les commentaires que je fais l'apologie de la pauvreté, que je veux que tout le monde soit pauvre. Mais je pense qu'à un moment, effectivement, quand on a investi toute sa vie, pendant 15-20 ans, qu'on a fait travailler des intérêts composés, qu'on a été rigoureux, eh bien, il faut se faire plaisir. Si les voitures, c'est votre kiff, eh bien, vous pouvez très bien partir sur ce genre de modèle. Donc, une BMW, je crois que c'est le modèle électrique. Hein, je suis pas un expert. Ouais, c'est le modèle électrique, c'est marqué juste ici. Modèle à 50 000 euros, quasiment neuve, hein, donc 8000 km au compteur. J'ai jamais été dans une de ces voitures, mais je pense que esthétiquement c'est parlant et à rouler ça doit être plutôt sympa. Donc pour se faire plaisir, pourquoi pas, mais il faut bien garder à l'esprit ce palier des 500 000 euros avant de commencer à faire un peu le kéké sur la route. Il n'y a pas de mal. Et finalement, ces exemples nous montrent qu'il y a très peu de personnes qui peuvent conduire de super bolides, et la plupart des personnes qui le font à leur risque et péril, hein, parce qu'une perte d'emploi, une baisse de revenus, et paf, c'est tout de suite la banqueroute. Comme c'est le cas avec ce jeune homme, avec ce boulanger qui a fait un énorme crédit à la consommation. Je me présente, Marine Favre, monsieur l'huissier de justice. Oui. On peut peut-être rentrer, je vous montre le dossier. Maître Favre vient toujours à l'improviste. Une mauvaise surprise pour ce boulanger de 25 ans. Il doit près de 14 000 euros à un organisme de crédit et a cessé de payer ses mensualités depuis 1 an. À l'origine de cette dette, une voiture de sport achetée sur un coup de tête. Une erreur de jeunesse. Et le troisième critère pour terminer cette vidéo, donc là je vais passer du temps dessus, c'est le critère de l'achat de la résidence principale. On a tous envie d'être propriétaire, d'avoir notre chez nous, de pas mettre des loyers dans le vent, c'est ce que j'entends souvent. Oui, tu devrais acheter ton résidence principale pour arrêter de gaspiller des loyers, machin, être chez toi, et comme ça tu n'auras plus besoin de payer quoi que ce soit. Je suis d'accord avec cette idée, même si dans certaines région, notamment en Île-de-France, c'est plus intéressant de louer que d'acheter. Mais la règle, disons que pour l'achat de votre résidence principale, et là je parle uniquement de la résidence principale, votre patrimoine financier doit représenter plus de 50% de votre encours de crédit immobilier. Donc on va prendre des exemples concrets. J'ai pris ce bien qui est à côté de chez moi à 229 000 euros. Donc c'est un appartement, 3 pièces, hein, ce qu'il y a de plus classique, hein, pour la classe moyenne, on va dire, pour des personnes qui veulent fonder une famille, pour un couple, voilà, un couple classique comme le mien. Donc si on achète à deux, ça fait, si on est d'accord les amis, ça fait une quote-part de 115 000 euros, ça fait un crédit de 115 000 euros par personne. J'ai pas pris en compte les éventuels apports, les taux d'intérêt et compagnie, ça comprend aussi les frais de notaire. 115 000 euros à deux. 115 000 euros par personne, donc selon cette règle, eh bien, il faut avoir disposé d'un patrimoine financier de 57 000 euros. Pourquoi ? Parce que les merdes, ça arrive dans la vie, hein, et même si on signe chez le banquier avec un super CDI, rien ne dit qu'on va garder cet emploi à vie, hein, et souvent c'est le contraire qui se produit, hein. On peut se faire licencier, il peut y avoir des problèmes dans l'entreprise, on peut trouver autre chose, il peut y avoir un petit délai entre comment dire, votre nouveau job. Donc 57 000 euros, ça permet de payer des mensualités en avance, hein, si vraiment vous êtes trop ric-rac, vous n'avez pas droit au chômage, comme c'est mon cas. On peut payer
quelques mois de mensualité, voire même 1 ou 2 ans de mensualité, sans avoir le couteau à la gorge et les créanciers ou la banque qui nous appelle tous les matins, quoi. Alma est comptable. Il y a 2 ans, en plein boom de l'immobilier, elle a acheté la maison de ses rêves. Ça, c'est la cuisine qui est vraiment pratique. Le salon où on regarde la télé en famille. La salle à manger. Et on a 4 chambres à l'étage. C'est une très belle maison. Mais une maison au-dessus de ses moyens. Alma gagne 2100 € par mois. Pour se l'offrir, elle a contracté un crédit à surprime, c'est-à-dire un crédit à taux variable. En 2 ans, ses mensualités sont passées de 1 000 € à 1 600 €, les 3/4 de son salaire. Aujourd'hui, Alma est surendettée. Sa maison va être saisie dans quelques semaines. Donc voilà, j'ai terminé avec cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné des pistes. Dites-moi dans les commentaires où vous vous situez par rapport à ces 3 critères. Est-ce que vous cochez les 3, un seul? Expliquez-moi votre situation, je serai ravi d'échanger avec vous. Et petit rappel, hein, si vous voulez commencer à investir en bourse avec une stratégie à long terme solide, vous pouvez vous inscrire à la newsletter, vous recevrez une formation gratuite sur 3 jours et j'envoie toutes les 2 semaines, des conseils exclusifs ou mes observations financières. Il y a beaucoup de plus-value dans cette newsletter, donc n'hésitez pas à vous inscrire. Le lien se trouve dans la description. Et sinon, bonne journée, bonne soirée et à très bientôt les investisseurs minimalistes.